Vous nous avez montré, Vincent, la photo de 1984. Vous nous avez présenté aussi un certain nombre d'outils différents, plutôt sur les questions de santé, de soins, du domotique. On pourrait en créer même d'autres. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'il y a des limites à poser? Est-ce qu'il y a des garde-fous pour éviter de tendre vers 1984? Ou au contraire, est-ce qu'il faut libérer totalement ces outils technologiques? Alors, je me permets de poser cette question qui est un peu en marge avec le sujet, mais derrière, ça reste l'individu. Donc, est-ce qu'il faut véritablement laisser tendre en se disant que peut-être on touchera 1984, ou est-ce qu'au contraire, il faut mettre des garde-fous réglementaires, des garde-fous des individus, parce que c'est nous et eux qui les utiliseront demain? Vous, ou peut-être après d'autres... Je vais tenter de répondre, mais après... je pense qu'il y a comme j'ai dit, il y a des garde-fous qui existent, qui sont plutôt bien faits. En France, on se plaint beaucoup qu'on a beaucoup de lois, mais on a quand même beaucoup de textes qui nous protègent. En Europe également, avec le RGPD par exemple, qui est vraiment un outil puissant qui n'existe pas aux États-Unis par exemple, et qui nous permet justement d'avoir une sorte de marge de manœuvre, qui nous permet de faire de la recherche, mais qui nous permet aussi de nous protéger. Après, le problème, c'est effectivement le problème de Facebook, par exemple, où les personnes vont partager de leur propre chef leurs données. Et là, effectivement, il y a une zone un petit peu grise dans laquelle on ne sait pas vraiment, effectivement, si il faut imposer dès le début à ces outils-là de dire bah non, on ne peut pas laisser les personnes partager toutes leurs données, ou alors est-ce qu'on peut tout autoriser? Et donc là, effectivement, il n'y a pas de règles qui existent à ce niveau-là. Pierre-Marie? Juste une petite anecdote mais pour illustrer, puisque vous avez montré un lit connecté, justement pour montrer le rapport qu'on a par rapport aux personnes qui sont vieillissantes et par rapport à d'autres publics. À Rennes, il y avait eu toute une expérimentation qui avait été menée avec des capteurs, différents types de capteurs sur le lit, de chute, etc. Et tous les élus, tous les professionnels trouvaient que c'était formidable, que c'était innovant, parce que ça allait permettre de mesurer ce qu'on appelle l'actimétrie, donc de mesurer à chaque fois qu'il y a une problématique sur la personne. Quelques mois plus tard, donc ça c'était avec des personnes âgées, quelques mois plus tard, le Crous, donc pour les étudiants, les logements étudiants, il décide d'installer un matelas avec juste une toute petite puce RFID, une toute petite puce pour indiquer aux fabricants quand le matelas est usé. C'était simplement donc quelque chose qui évidemment arrive quelques années par la suite. Et là, vous allez voir que c'est assez intéressant parce que finalement, quand ils ont voulu tester le matelas donc pour les étudiants, ça a été immédiatement, médiatiquement, un immense scandale. Les étudiants ont jeté les matelas par les fenêtres en disant que c'était extrêmement intrusif, que c'était véritablement problématique, etc. Donc la presse nationale en a parlé. Et donc d'un côté, on va estimer, quand c'est d'autres publics, que c'est intrusif, que ça nous pose problème. Peut-être que ça nous poserait un problème pour nous aussi. Et puis à côté de ça, quand on est sur des personnes âgées, alors là, c'est formidable, c'est innovant. Et je voulais juste, du coup, voilà, par rapport à ça, bien ramener ce sujet-là, parce que je pense qu'il est il est essentiel par rapport à notre table ronde autonomie, indépendance et liberté, parce qu'on a ce rapport, sous prétexte que les personnes sont vieillissantes, et ça c'est un vrai fléau, c'est un vrai problème. C'est le problème de l'agisme, on va les considérer comme étant du coup inférieurs. Vous voyez ce que je veux dire? Alors on ne le dit pas ouvertement, mais là on le dit ouvertement, et ça me pose un vrai problème. En effet, vous voulez rebondir? Je veux bien réagir aussi. J'irai peut-être à contre-pied, mais attention à toutes ces solutions digitales, toutes ces solutions technologiques. Nous aussi, on a testé plusieurs choses. Des outils contre la chute, des outils qui alertent, etc., etc. On oublie une chose souvent, c'est que ça rassure surtout les aidants. Ce sont surtout des outils pour les aidants. Mais les aider, les personnes âgées, quand on les interroge, et leurs besoins, avant toute chose, c'est pas ça qu'elles attendent. C'est ce qu'elles attendent surtout, c'est, on en a parlé ce matin, on en a parlé hier, etc. Mais comment, sur son lieu de vie, la personne va vivre le mieux possible, avec des sécurités, certes, mais ce qu'elle a besoin, c'est surtout son bien-être, voire des humains, on va dire, hein, parce que souvent on parle de robots, on a parlé de Nao ce matin. Nao, ça a échoué, parce qu'effectivement, c'est un robot. Hein. Donc, ce lien social est fondamental.
Et moi, je pense qu'il faut d'abord réfléchir à des innovations qui répondent à améliorer ce lien social. C'est très intéressant, ces outils, en termes de prévention, mais à mon avis, ça ne répond pas du tout aux problématiques de risque de perte d'autonomie ou même de liberté. Hein, parce qu'il y a des gens qui nous le disent. Pour moi, ça va à l'encontre de ma liberté. J'ai l'impression d'être fliqué quelque part dans mon domicile. Alors attention. En effet, juste pour rebondir, on voit bien qu'il y a le sujet de sécurité-surveillance, mais aussi de la friction entre nous, on ne l'accepte pas pour nous, mais on va l'accepter pour les plus âgés. Guénaëlle. Merci. Je crois que la question tourne autour de la façon dont on utilise ces technologies, dont on utilise ces outils, on va dire, de prédiction ou de prévention de la perte d'autonomie. La mutualité, on a fait une série de propositions dans le cadre du chantier Grand Âge et Autonomie et qui tournaient autour d'une seule conviction, qui était de dire que, quel que soit son âge, quel que soit l'état de sa santé, quel que soit son lieu de vie, quels que soient ses revenus, il faut qu'on accompagne, et c'est un défi pour la société aujourd'hui, le fait de pouvoir garder et maintenir une liberté de choix tout au long de sa vie. Et cette liberté de choix, elle peut être aidée, elle peut être accompagnée, elle doit l'être. Alors, là, elle peut être grâce et maintenue grâce à un habitat adapté. Et ce qu'on vient de voir, ce qui nous a été présenté, constitue pour nous des éléments et des déterminants d'aide au maintien à la vie au domicile, ou en tout cas à la prévention de la perte d'autonomie. La liberté de choix, elle ne peut être rendue possible qu'à partir du moment où la personne concernée et ses aidants sont suffisamment informés. On ne parle pas pour nous suffisamment de l'information qu'on apporte aux personnes pour qu'elles puissent faire des choix éclairés. On avait, dans le cadre du chantier Grand Âge et Autonomie, interrogé un certain nombre de Français. Dans le cadre d'un sondage, 7 Français sur 10 de plus de 45 ans disaient ne pas avoir suffisamment d'informations sur les dispositifs disponibles pour accompagner la perte d'autonomie. C'est un élément essentiel. Quand on parle de liberté de choix, on ne peut pas avoir une réelle liberté de choix quand on n'a pas l'information au bon moment et la bonne information dont on a besoin. Donc un logement bien entendu adapté, équipé. Moi je pense qu'il n'y a pas de réponse unique à la question que vous nous posez. Ces outils, d'abord, ils ne sont pas à installer partout pour tout le monde, ils ne seront pas utilisés de la même façon. Donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant à la façon dont on va apporter des réponses aux personnes fragilisées. Il faut qu'elles soient individuelles et qu'elles partent vraiment d'une évaluation des besoins. Et puis peut-être 2 autres éléments pour ouvrir le débat. Enfin, la question de nos organisations et la façon dont les professionnels qui accompagnent au quotidien les personnes fragilisées par l'âge, si on garde cette terminologie-là, elle est fondamentale, elle est essentielle. C'est-à-dire que effectivement, c'est pas les nouvelles technologies ou ces dispositifs qui vont nous guider dans la façon d'accompagner, mais c'est bien la façon dont les professionnels et notre capacité à créer un environnement de confiance, de formation qui va nous permettre d'assurer cette liberté de choix et cette autonomie de tous, qu'on soit à domicile ou en établissement, j'y reviendrai tout à l'heure. Et le dernier point, liberté de choix, c'est aussi du point de vue de l'indépendance financière. Et on n'en a pas beaucoup parlé, enfin, même si des questions ont été posées sur le coût du baluchonnage, sur le coût de la téléassistance, etc. La question du reste à charge quand on est en perte d'autonomie et qui parfois oblige les familles ou les personnes elles-mêmes à faire des choix qu'elles ne souhaiteraient pas parce que le reste à charge est beaucoup trop élevé, est un élément aussi essentiel. Oui, vous soulevez à la fois l'importance du rôle des professionnels, mais aussi notre accompagnement, l'accompagnement des professionnels, puisque c'est eux qui seront demain, et qui le sont déjà dès aujourd'hui, en lien direct avec les personnes fragilisées. Et ce sujet, c'est qui achète et comment on achète. C'est dans quelles conditions on va pouvoir acheter l'ensemble de ces outils, connectés ou pas connectés. Et ça, c'est une vraie question aussi. Peut-être que vous...